Oui, oui, je vois l'antenne GSM sur le toit. Mais écoute, je dois te laisser là parce qu'on est en train de me filmer. Je te rappelle. Bienvenue à Bruxelles, rue Neuve, devant une grande galerie commerciale. Ici, beaucoup de magasins où on vend des téléphones portables. Allons voir. Le portable, ou GSM, comme on dit chez nous, a bouleversé nos habitudes. Avec ce petit appareil, on peut de n'importe où téléphoner aux quatre coins du monde. Mais ce GSM, parfois si intrusif, n'est-il pas aussi nocif pour la santé? Excusez-moi. Oui, Jean-Paul, je te l'ai dit, je te rappelle dans un instant. Donc, le GSM n'est-il pas dangereux pour la santé? Rien n'est moins sûr. Voyez la preuve avec notre sommaire. La téléphonie mobile et ses possibles effets néfastes sur la santé irritent de plus en plus de gens. Vos pieds qui brûlent, vos yeux qui piquent et vos oreilles qui souffrent. Maladie imaginaire ou pas, le débat ne laisse personne indifférent. On ne sait pas vraiment si c'est nocif à longue durée, donc on est un peu les cobayes. C'est bien ça la question. GSM et antenne relais, sommes-nous tous des cobayes? Deuxième question, faut-il interdire le GSM aux jeunes? Plus sensibles que les adultes, ils pourraient courir plus de risques. Hi Mom! Des chercheurs s'inquiètent de l'influence des ondes sur les jeunes cerveaux et certains sont catégoriques. Donc soyez prudents. Réduisez l'utilisation du GSM et ne le donnez pas aux enfants. 90% des Belges utilisent un GSM et beaucoup passent énormément de temps l'oreille collée dessus. En plus, il y a déjà en Belgique 9000 antennes relais et c'est loin d'être fini. Nous sommes donc en permanence tous sous l'influence de micro-ondes. Pour les fabricants, pas de problème, aucun danger avec les ondes GSM. Par contre, de plus en plus de chercheurs et de scientifiques sonnent l'alarme. Pour eux, la prolifération de cette technologie est nocive et dangereuse pour la santé jusqu'à provoquer des cancers. Ce qui est sûr, c'est que la pollution électromagnétique inquiète. C'est pourquoi Hugues Angot et Olivier Grégoire posent cette question. GSM, antenne relais, sommes-nous tous des cobayes? On est en train d'assister à la plus vaste étude épidémiologique où tous les êtres humains sont des cobayes. J'ai peur pour mes enfants qui seront exposés de plus en plus à toutes ces ondes qui, pour moi, elles sont tueuses. Il y a trop d'indices aujourd'hui qui indiquent les dangers. Cette pollution électromagnétique qui nous est imposée à l'heure actuelle, sous couvert d'une high technologie, eh bien, c'est le problème sanitaire de demain. Voilà. Donc je vais monter la plaque que j'ai préparée dans le grenier, parce qu'il y a encore des endroits où il n'y en a pas. Ça sert à quoi cette plaque? Donc la plaque va arrêter, en tout cas fortement atténuer les micro-ondes qui viennent par au-dessus. Donc les antennes sont un peu plus haut, donc ça bombarde vers le bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais aller dormir dans le grenier à l'heure actuelle, c'est vraiment très mauvais. Éric Genard souffre d'un mal atypique largement méconnu du grand public. Il est hypersensible aux fréquences micro-ondes de type GSM. Ce problème est reconnu dans différents pays, notamment en Suède, pas en Belgique. Et voilà, encore une plaque de mise. Ceci c'est mon bureau où je passe le plus clair de mon temps. Et je l'ai protégé au maximum en mettant de l'aluminium au mur. Donc derrière ces cartons, il y a de l'aluminium qui est collé. Il y en a partout. Et comme à la porte d'entrée, ici aussi, tous les châssis, il y a des grillages métalliques. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, comme champ électromagnétique. Donc c'est bien fait. Je vais à présent vous montrer la chambre à coucher. J'ai fabriqué une cage de Faraday autour du lit. Et vous allez voir, la lampe s'éteint. Donc il n'y a plus aucun rayonnement. Si vous ne vous protégez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'attrape ce qu'on appelle les symptômes du syndrome des micro-ondes. Ça va des nausées, aux maux de tête, palpitations cardiaques, des irritations sur la peau, les yeux qui piquent. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, on est dans la véranda qui n'est pas du tout protégée.
La maladie et ses comportements peuvent faire sourire. Pourtant, au-delà des cas extrêmes, de plus en plus de gens se plaignent des conséquences néfastes des ondes sur leur santé. Que l'on va bientôt découvrir. Un coupable, selon eux, l'antenne relais. Et voilà ce qu'on a découvert un beau jour au matin, 32 mètres, et sans aucun permis de bâtir, installé de nuit. Et c'est suite à la rencontre d'autres voisins, de riverains, qu'on s'est dit, tiens, mais vraiment, on commence à avoir des troubles un peu étonnants. On n'avait pas ce genre de problème dans le passé. On a des maux de tête le matin, on se réveille la nuit, plus moyen de se rendormir. En général, le réveil, c'est entre 2 et 4 heures du matin. Et puis, la nuit est vraiment très pénible, en ce sens que le sommeil n'est plus jamais réparateur. Insomnie, maux de tête, les plaintes seraient donc légion. Pour se faire une idée plus précise de la situation, nous nous rendons dans la pharmacie du quartier. Bon, on vend beaucoup de produits pour dormir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils ne dorment pas bien. Ils ne cherchent pas, en fait, ils mettent ça sur le compte de l'âge, éventuellement de petits bobos divers. Bon, ils ne font pas la relation. Et puis finalement, quand on regarde, on se rend compte qu'ils me disent jusqu'il y a 4-5 ans, je dormais sans problème, je me mettais dans mon lit, je m'endormais tout de suite, mais bon, depuis un moment, je ne dors plus. Et quand on regarde, ça correspond justement au moment où on a posé l'antenne. Pour vous, c'est évident, c'est lié à l'antenne? Évident, non, il n'y a pas de preuve évidente, mais enfin, il y a quand même une coïncidence curieuse. Bon, Véritable trouble de la santé ou simple effet psychosomatique. Les habitants du quartier ont fait appel à Benoît Loup, expert scientifique en environnement électromagnétique, pour tenter d'en savoir plus sur leurs problèmes. À l'aide de ces instruments de mesure, l'expert fait tout d'abord le point sur le rayonnement de cette antenne. Très bien, ici sur l'appareil de mesure, et on mesure à cet endroit-ci, donc on est à peu près à 40 mètres de l'antenne. Elle rayonne principalement au-dessus, en face, et contrairement à ce que les organismes officiels ou les opérateurs ont tendance à dire, elle rayonne également en dessous. Il y a un rayonnement oscillant tout autour du lobe principal de ce rayonnement en face de l'antenne, qui donne une zone également d'exposition des populations tout autour et qui parfois, à proximité même de l'antenne, on atteint des valeurs de 1 à 2 volts par mètre. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans la pratique, est-ce qu'il y a un danger pour la santé? Tous les risques sont possibles. Son travail d'expert se poursuit dans le quartier. Il pratique à présent des mesures d'ondes à l'intérieur des habitations. Vous faites beaucoup de mesures comme vous faites aujourd'hui? Oui, on m'en demande à peu près 4 à 5 par semaine, c'est-à-dire qu'il y a une demande de plus en plus importante par rapport à une inquiétude en tous les cas qui est formulée de la part de la population. On dirait que c'est un petit peu comme si l'apparition de la deuxième génération d'antennes GSM ou la troisième génération avait brutalement effondré en quelque sorte, c'est une image, mais les défenses immunitaires des gens, comme si c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Et à partir de là, il y a visiblement toute une série de problèmes de confort de vie qui apparaissent et qui n'existaient pas auparavant. Mais y a-t-il véritablement un danger pour notre santé? Le laboratoire d'hyperfréquence de l'UCL planche actuellement sur la question. André van der Vorst a fondé ce laboratoire. C'est l'un des plus éminents spécialistes dans le domaine, un expert également reconnu pour son indépendance. Les fréquences micro-ondes, ça couvre un très grand spectre de fréquences. Et il y a deux types d'effets. Les uns sont les effets thermiques. Disons, l'effet thermique est bien connu, on connaît ça depuis 80 ans, peut-être, oui, probablement. Et donc ça consiste à chauffer. C'est évidemment le même mécanisme que ce qui se produit dans un four, dit micro-ondes, mais à un niveau de puissance beaucoup, beaucoup plus bas lorsqu'il s'agit d'antennes de télévision, d'antennes de GSM, etc. Alors il y a une autre catégorie d'effets, ceux-là c'est un mètre au pluriel, qu'on appelle un peu malheureusement les effets non thermiques, ce qui veut simplement dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Le vrai problème tourne donc principalement autour des effets non thermiques. C'est ici, dans les sous-sols de l'UCL, qu'André van der Vorst et un de ses collègues tentent de déterminer ces effets. Il mène depuis près de 6 ans la plus grande expérience jamais menée au monde sur des rats. Le premier volet de cette étude porte sur la capacité de mémoire des rats soumis aux fréquences micro-ondes. L'exposition est longue, mais de faible intensité. Notre expert a toujours été plutôt sceptique. Pourtant, ses premières conclusions sont alarmantes. Ce type d'exposition sur les rats, à la manière dont nous l'avons mesuré, affecte la mémoire des rats. Et donc, la tentation est grande de se dire qu'elle l'affecte d'une manière qu'on ne connaît pas de la même manière
les capacités de mémoire d'un être humain aussi. Plus inquiétant encore, le second volet de l'expérience. Plus d'une centaine de rats ont été exposés 2 heures par jour pendant 70% de leur vie. Ils ont ensuite été soumis à de multiples examens médicaux. Les résultats n'ont pas encore fait l'objet d'une publication scientifique. Notre spécialiste parle donc à demi-mot. Toutefois, ses craintes sont plus que palpables. Effectivement, les résultats que nous sommes en train d'analyser et qui sont à confirmer et surtout à vérifier, ces résultats m'inclinent à penser qu'il faut être encore plus prudent que je ne le croyais en commençant cette étude. Ce principe de grande prudence s'appuie également sur bon nombre d'études interpellantes. Parmi elles, l'étude réflexe menée par l'Union européenne. L'étude prouve que les champs électromagnétiques générés par les téléphones portables provoquent des ruptures de l'ADN et augmentent les aberrations chromosomiques. Sur PubMed, un site internet reprenant les plus grandes études mondiales, le Suédois Johansson conclut à l'existence de diverses altérations dermatologiques des personnes électrosensibles. Toujours sur ce site, l'étude de Hardell démontre que l'usage du GSM augmente le risque de tumeurs du cerveau, principalement le neurinome acoustique et les tumeurs malignes du cerveau. Pourtant, le lobby des opérateurs et des constructeurs de téléphones portables ne reconnaît pas la validité de ces différentes études et expose de son côté autant d'études démontrant l'innocuité de ces fréquences. Lors de ce colloque européen qui aborde les rapports entre la téléphonie mobile et la santé, le discours est lénifiant. Les débats sont inexistants et pour cause, l'auditoire est entièrement voué à la cause de l'industrie. Face au rouleau compresseur de l'industrie, quelques irréductibles Gaulois. Jean-Claude Guillemot est bio-ingénieur. Il a créé un site qui compile différentes études scientifiques qui tendent à démontrer les effets néfastes des antennes relais qu'on subit selon lui sans avoir le choix. Que l'on vous mette demain une antenne GSM sous votre fenêtre. Moi, je compare ça à, je dirais, un pot d'échappement qu'on viendrait brancher sur la ventilation de votre maison. Vous avez choisi de vivre dans un endroit sain et du jour au lendemain, quelque chose se passe dans votre environnement qui change radicalement les données. Il y a un peu plus de 10 ans, la Belgique comptait quelques dizaines de milliers d'utilisateurs de téléphones portables. Aujourd'hui, 9 Belges sur 10 utilisent un GSM. Et Proximus est sans conteste l'opérateur dominant puisque un Belge sur 2 téléphone via son réseau. Bonjour. Chez Proximus, le discours est huilé. L'exposé parfaitement rodé, tout le personnel reçoit d'ailleurs ces mêmes informations dès son entrée dans la société. Ici, la santé n'est pas un problème dès lors que l'entreprise respecte la législation en vigueur. Proximus, de toute façon, respecte toutes les normes, toutes les conventions. S'il faut un permis de construction, on demande le permis de bâtir. Donc on respecte toutes les règles dans tous les moments. Et on travaille très proche avec les gouvernements respectifs. Parce que pour nous, c'est très important de suivre les règles, d'être un bon citoyen et donc de répondre à tous les critères belges, donc de suivre la loi. Proximus est serein et pour cause, il se retranche derrière les informations fournies sur ce site du gouvernement fédéral. Le message des autorités belges est sans équivoque et se veut très rassurant. Toutes les études reconnues réalisées selon les règles de l'art confirment que le champ électromagnétique émis par un téléphone mobile n'entraîne aucun danger pour la santé. La crainte que le fait d'habiter ou de travailler à proximité d'une station de base GSM entraîne des dangers pour la santé n'est pas scientifiquement fondée. Pourtant, en ville, où les antennes se trouvent souvent à quelques mètres à peine des habitations, l'inquiétude règne. Suzy Tchorna n'accepte pas celle construite en face de son balcon et lui attribue tous ses maux. Elle a donc fait appel à l'IBPT, un organisme public qui contrôle le respect de la législation en matière d'émission des antennes. Une législation qui, en Belgique, limite le champ électromagnétique des antennes à 20,6 volts par mètre. Une limite bien en dessous des 41,2 volts par mètre recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, ça c'est parfait. Okay. Par rapport à la norme, ici on est à 25% de la norme.
Bon, ça veut dire que c'est un quart de la norme. Donc on est bien en dessous de la norme. Suzy Tchorna peut-elle dès lors être réellement rassurée? Ici à Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer, on collecte et analyse les études scientifiques, base principale pour l'élaboration des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les normes belges s'inspirent de ces recommandations. Mais ces normes ne tiennent compte que des effets thermiques. Les effets biologiques et leurs éventuelles conséquences néfastes à long terme sur la santé seraient-elles écartées, voire niées? Elisabeth Cardis dirige la section rayonnement du Centre international de recherche sur le cancer. On n'a pour l'instant pas d'informations scientifiques qui montrent qu'il y a un effet. Il est difficile d'établir des normes en l'absence des faits, ou en l'absence des faits démontrés. Donc jusqu'à présent, les normes étaient basées sur les effets thermiques. S'il est avéré que les téléphones portables peuvent augmenter le risque de cancer ou d'autres pathologies, il est évident que cette information-là sera utilisée pour une révision des normes. Est-ce qu'on ne devrait toutefois pas être plus prudent? Mais les études publiées jusqu'à présent sont généralement négatives, donc ne mettent pas en évidence de risques bien démontrés, disons. Bien qu'il y ait quelques études qui semblent indiquer peut-être une augmentation d'un phénomène ou d'un autre, mais disons que pour l'instant, c'est pas très cohérent. Mais je crois qu'il faut vraiment attendre le résultat des études qui sont en cours actuellement. À l'heure actuelle, les études seraient donc globalement négatives. Mais attention, l'OMS oublie de nous signaler que la grosse majorité de ces mêmes recherches, qui débouchent sur l'inexistence d'effets, sont financées par l'industrie. L'étude publiée l'année dernière par US démontre très clairement le lien entre les résultats obtenus et la source de financement. Et c'est tout de même assez frappant de constater que des études financées par le milieu industriel produisent moins de résultats positifs que des études financées par, disons, les pouvoirs publics en général. C'est une étude intéressante. Je crois que c'est un débat qui existe depuis très très longtemps, de savoir si les industriels, enfin si les résultats financés par l'industrie peuvent être indépendants ou pas. Nous, c'est vrai que quand on a démarré l'étude Interphone, on a eu un financement de l'industrie, mais on a passé 1 an et demi ou 2 ans à monter un pare-feu avant de recevoir quelque financement que ce soit, pour être sûr de garantir l'indépendance de l'étude. Cette fois, le cirque nous promet une étude indépendante. Mais il faut attendre et attendre encore. Ah, vous voyez comme elle est. Elle est juste en face de ma maison, hein. La face de l'antenne, là. Pendant ce temps, certains continuent de souffrir, comme Ernest Martin, qui habite à Saint-Marc, près de Namur. Vous avez vos pieds qui brûlent, vos jambes, vos mains, vos bras, vos cuisses, vos yeux qui piquent et vos oreilles qui soufflent. C'est une pauvre vie, il faut le savoir, c'est pas ça le figurer. Face à cet immobilisme, Ernest Martin a demandé l'aide d'un avocat afin de porter l'affaire devant les tribunaux. Pour la première fois en Belgique, le procès devra statuer sur le problème de la santé. Les arguments de son avocat sont sans équivoque. Le principe de précaution est bafoué. C'est toujours ça la controverse, hein, c'est que on ne démontre pas qu'il y a une incidence, mais on ne démontre pas non plus qu'il n'y en a pas. Alors c'est vrai que les autorités administratives, elles pourraient toujours décider de refuser de donner des autorisations, tout simplement en se disant tant que nous n'avons pas des études qui nous permettent de démontrer que c'est sans incidence, on ne prend pas le risque de délivrer ce type d'autorisation. C'est vrai que quand on invoque le principe de précaution, on se dit s'il y a une éventuelle répercussion sur la santé publique, le doute devrait plutôt aller en faveur du refus plutôt que de l'autorisation. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir pour eux? Il y a de la place autre part, hein, pour se mettre ça. Mais ça leur coûte meilleur marché. Le nombre d'antennes a littéralement explosé ces dernières années. On compte près de 9000 sites d'antennes à travers le pays. Les opérateurs disent vouloir améliorer les capacités du réseau et répondre aux exigences des GSM de la nouvelle génération. L'avenir, c'est donc toujours plus d'antennes, toujours plus puissantes.
D'abord, il faut savoir qu'on a une obligation légale, c'est donc le gouvernement qui nous a obligés avec la licence de saturer, d'aider le marché, de développer le marché, d'avoir une couverture, d'avoir une densité, d'avoir une qualité. Ça, c'est valable pour tout le marché, pour tous les opérateurs. On a payé pour cette licence, mais on a reçu pas mal d'obligations du gouvernement. Donc, on doit répondre à ça. Deuxièmement, il y a le marché qui est demandeur. Donc, le client demande de plus en plus de services. Pour donner ces services, il faut mettre des antennes aux bons endroits. Maintenant, on comprend les soucis des gens et on essaie d'en tenir compte autant que possible, mais on doit répondre à nos obligations légales. L'État a vendu des licences dans tous les pays du monde à des prix extrêmement élevés, avec obligation de résultats vis-à-vis des opérateurs. C'est un peu difficile de revenir en arrière. Et c'est préférable, je dirais que c'est plus facile de jouer sur le doute, de dire nous n'en savons pas suffisamment, donc courage, fouillons. Dans de nombreux domaines, nous sommes aveuglés par la facilité que nous procurent certaines nouvelles technologies. Jean-Luc Guillemot est de tous les combats. Dans le petit village de Moha, un collectif de riverains et des sympathisants se battent avec acharnement contre une antenne implantée à 2 pas d'une toute nouvelle pleine de jeux. Dans le grand public, toutes les informations contradictoires mènent parfois à des non-sens ou des exagérations. Pourtant, la crainte des parents pour la santé de leurs enfants reste légitime, ou à tout le moins compréhensible. On les laisse sortir le plus possible, on les appelle à aller prendre l'air, à aller jouer dehors, mais en même temps ils se prennent une bonne dose d'ondes. C'est comme si on les mettait dans un micro-ondes, c'est plutôt désagréable. À mon avis, à long terme, c'est plutôt néfaste pour la santé. Ces puissances ne sont pas nécessaires, c'est pour pouvoir passer des films sur les GSM, c'est pas nécessaire. On peut se téléphoner, oui, on n'a pas besoin d'une telle puissance. Donc nous, un adulte de 40 ans, il va être exposé moins longtemps qu'un enfant. Puisqu'un enfant, il est exposé dès aujourd'hui à une quantité incroyable d'ondes. Donc ça veut dire, est-ce qu'on doit prendre un risque? Est-ce qu'on doit se dire, tiens, quand mon enfant aura 35 ans, tiens, il a Alzheimer? Est-ce que c'est seulement à ce moment-là qu'on doit se poser la question? Je crois que c'est aujourd'hui qu'on doit se poser la question. Les antennes GSM posent de nombreuses questions, pourtant nous en avons une sur nous en permanence. C'est ceci, le GSM, un GSM jugé indispensable et qui séduit de plus en plus jeunes. Parmi vous, les enfants, qui a un GSM? Alors, parmi vous, qui voudrait un GSM? Et qui ne voudrait pas du tout de GSM? Personne? Je comprends pas vraiment pourquoi ça pourrait être dangereux, même si les ondes sont parfois un peu négatives. C'est pas avec quelques ondes qu'on va avoir, je sais pas, un cancer du cerveau. Donc une étude qui avait été dans toute l'Europe et tout ça, et qu'en dessous de 16 ans c'était un peu dangereux et tout ça, mais je vais quand même en avoir un pour mes 12 ans. Je le prendrai à 12 ans et comme ça, j'aurai pas des gros mal de tête quand j'aurai 40 ans. On sait pas vraiment si c'est nocif à longue durée, donc on est un peu les cobayes. Si un jour on devrait mourir d'un cancer du cerveau, comme a dit Jean, ben, je trouve que ce serait dérangeant pour nous qu'on nous ait pas dit et qu'on nous l'ait caché pendant de nombreuses années, quoi. Les grandes compagnies de GSM, elles vont pas nous dire que c'est nocif. Voilà, sinon ils sont au chômage. Et imaginons que dans 10, 15 ans, on te dise on est sûr qu'on a un problème et qu'on aura un cancer. J'arrête, j'utilise le fixe. En attendant, l'avenir que l'industrie réserve à nos enfants, c'est une toujours plus grande utilisation du portable. Avec un seul et même appareil, à savoir votre GSM, vous serez capable de télécharger et regarder des films, photographier et imprimer les clichés à distance ou les envoyer sur votre blog. Votre GSM sera un véritable ordinateur multimédia avec lequel vous pourrez aussi regarder la télévision n'importe où, filmer et envoyer sans fil les images sur votre téléviseur, ou encore télécharger et écouter de la musique. Il vous permettra aussi de surfer sur le net en toutes circonstances et servira même de GPS. Bref, on en oublierait presque qu'on peut même téléphoner. Mais que disent les concepteurs de toutes ces nouvelles technologies vis-à-vis du problème de la santé? Nokia, leader du marché en Belgique, se dit attentif à la question. D'ailleurs, l'entreprise reconnaît sans détour payer des scientifiques pour mener des études sur la question. C'est un problème qui reste d'actualité, c'est un sujet qui reste d'actualité. Nous avons sponsorisé quelques études avec les grandes organisations mondiales
qui s'occupe de la santé, et nous continuons à sponsoriser des études sur ce sujet. Mais à l'heure actuelle, Nokia est persuadé qu'il n'y a pas de relation entre l'utilisation d'un GSM et l'apparition de maladies. Complètement. Pas de danger donc. Et quand on parle recommandations pour la santé, Nokia répond: je pense que chacun doit utiliser son bon sens et ne pas utiliser son Nokia au volant, sur une bicyclette ou à cheval. C'est les seules recommandations que Nokia fait. Il y a d'autres recommandations qui sont faites pour éviter d'abîmer plus rapidement son téléphone mobile et pour essayer de le conserver le plus longtemps possible. Aucune recommandation. Ça semble aberrant, d'autant qu'avec des appareils de mesure adaptée, on voit clairement que le GSM peut à certains moments monter à des niveaux de puissance très élevés. Alors voilà, on voit des valeurs de 21, 21,2, 162,2 volts par mètre, 142. C'est la raison pour laquelle je recommande qu'on écarte de quelques centimètres le GSM de la tête, puisque cette sonde peut symboliser la tête d'un utilisateur. Donc en définitive, l'usage de kits main libre ou d'oreillettes peut permettre aussi de réduire l'effet thermique. L'oreillette avec fil serait-elle la solution miracle ? Non, ce n'est pas suffisant, car pour Benoît Loup, au-delà des hyperfréquences responsables de l'effet thermique s'ajoute une autre composante typique des fréquences micro-ondes type GSM, les très basses fréquences. Et ces basses fréquences sont des fréquences du cerveau. On l'entend clairement ici. Ça, c'est la composante de très basse fréquence qui est visible sur l'écran de l'oscilloscope. Tout le monde a déjà fait cette expérience en approchant d'un ampli, d'une chaîne hi-fi, en entendant cette composante basse fréquence. Et ces très basses fréquences peuvent même entraîner, quand on le regarde dans les études scientifiques indépendantes, des cassures, des brins d'ADN sur l'animal ou sur des cellules in vitro. Donc c'est quand même interpellant tout ça. Et il n'y a pas que les antennes ou les portables qui conjuguent les effets néfastes des hautes et des basses fréquences. Dans notre environnement de tous les jours, il y a aussi le DECT, le téléphone mobile intérieur. Le Wi-Fi, l'accès à Internet via un modem sans fil. Ou encore, le babyphone. Bref, nous baignons littéralement dans les ondes. Pourtant, des solutions existeraient. Benoît Loup rencontre à Londres un couple d'industriels américains. Les époux Bach ont acheté le brevet d'un système qui annihilerait les effets néfastes des basses fréquences. Ils l'ont ensuite intégré dans une batterie de portable. Cette technologie est révolutionnaire et pourtant, elle n'a jamais intéressé les constructeurs de portables. Il est difficile pour l'industrie du portable d'aborder vraiment les problèmes de la santé. Ils pensent, et ils sont sans doute conseillés par leurs avocats, qu'ils seraient poursuivis en justice, parce que le plaignant dirait « Pourquoi négociez-vous avec cette compagnie à propos de la sécurité des GSM, alors qu'en même temps, vous rejetez le fait qu'il pourrait y avoir un lien ?» Ce serait une faiblesse lors d'un procès. Si vous ne prêtez pas attention aux champs électromagnétiques qui représentent la plus grande pollution à laquelle nous sommes exposés, nous aurons un grave problème. Même si vous dites que seulement 20% de la population souffrira des champs électromagnétiques, parce que seulement une personne sur 5 aurait un système immunitaire sensible aux champs électromagnétiques, cela signifie que 20% de la population mondiale sera touchée. Parce que tout le monde a un téléphone portable. C'est un chiffre énorme. Nous parlons donc ici d'un véritable problème de santé publique. D'autres prennent ce problème de santé publique très au sérieux. À Paris, nous avons rencontré Pierre Leruse, un spécialiste des ondes électromagnétiques. Il travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine, notamment avec l'armée française. Bien avant l'arrivée des portables, cet expert mettait en évidence des dangers pour notre santé. Pour lui, un nouvel argument milite aujourd'hui dans ce sens. Si on prend le cas des assurances, qu'est-ce qu'ont fait les assurances? En particulier la réassurance suisse, la LOI et puis AXA. Ils ont fait leur propre enquête. Il n'y a pas qu'eux qui ont fait leur propre enquête. Il y a aussi les investisseurs qui ont fait leur propre enquête. Et de ces enquêtes, on dégageait quoi? Que le risque était tel que les assureurs ne veulent pas assurer. Vous n'avez qu'à regarder dans
les assurances, les exclusions, c'est bien marqué, excepté les effets des champs électromagnétiques. Elles craignent que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y ait une épidémie de cancer? Non seulement elles craignent, mais le disent clairement, les procédures pourraient être l'état de nos assurances. C'est clair, c'est net dans leurs analyses. Là où les assurances appliquent le principe de précaution, les pouvoirs publics, eux, restent les bras croisés. Famille de France, une organisation de consommateurs, a décidé de tirer la sonnette d'alarme. En collaboration avec le CRIREM, un centre indépendant qui travaille sur les rayonnements électromagnétiques, cofondé par Pierre Leruse, Famille de France organisait avant les fêtes une conférence de presse pour prévenir des dangers des cadeaux high-tech. L'occasion d'insister sur le fait qu'actuellement, rien ou presque n'est mis en œuvre pour éviter un possible drame dans les années à venir. Spécifique sera important. Vous savez, lorsqu'on s'est interrogé sur l'amiante, ou lorsqu'on s'est interrogé sur la radioactivité, très souvent, on a voulu entretenir la confusion. Et nous, on est pour une politique de précaution et de prévention. Et on est pour obliger, si vous voulez, tous les fabricants à prendre suffisamment de recul par rapport à la technologie qui est donnée au public pour qu'on ne déclenche pas des cancers. J'ai l'impression que l'État ne s'est pas donné les moyens ou n'a pas voulu se donner les moyens par l'intermédiaire d'agences pour vérifier vraiment si les industriels, lorsqu'ils sortaient un élément, une technologie, un bien à destination de la population, et vérifier tous les éléments d'un point de vue environnemental et sanitaire. Scientifiques, hommes politiques et industriels, la tripartite est connue. Mais les relations qui les lient sont complexes. De cet écheveau, le grand public ressent le plus souvent un énorme sentiment de flou. La crainte que le principe de précaution ne soit pas appliqué et que les générations futures soient sacrifiées. Après ce qu'on vient de voir, plutôt que de risquer de mettre notre santé en péril, ne serait-il pas judicieux d'appliquer le principe de précaution? C'est une question qui se pose avec encore plus d'acuité lorsqu'il s'agit de nos enfants. Si rien ne change, ces générations GSM seront exposées à des ondes électromagnétiques durant toute leur vie. Et cela à des doses de plus en plus massives. Et c'est très inquiétant. Hein, c'est inquiétant. Voilà. L'enquête qui va suivre montre que les gosses sont encore plus vulnérables que les adultes aux micro-ondes. D'où un risque accru de développer plus tard des maladies neurodégénératives. C'est pourquoi Marc Préat pose pour nous cette question. Faut-il interdire les GSM aux jeunes? C'est bien ça le problème. Le nouveau marché de l'industrie du téléphone portable, ce sont les enfants. 500 millions de jeunes l'utilisent. Plus de la moitié des adolescents s'en servent et certains jusqu'à 3 heures par jour. Hi Mom, can I stay a little later at the skate park then go to our soccer game? L'industrie sollicite désormais les préadolescents. Le Firefly est maintenant disponible sur le marché. Il a la même puissance qu'un téléphone pour adultes, mais il vise les enfants de 8 à 12 ans. Les parents achèteront le Firefly car c'est ce dont les jeunes ont besoin. Ça sécurise les parents et je pense qu'ils vont le trouver abordable. Hi Mom, it's me, Annie. En Amérique, les gouvernements n'émettent aucune réserve à ce que les enfants utilisent ces téléphones. Ce n'est pourtant pas le cas en Grande-Bretagne. Novembre 2004, une entreprise britannique lance le MyMo, un téléphone portable pour les enfants de 4 à 8 ans. 2 mois après, elle prend connaissance d'un rapport du gouvernement qui souligne les risques du GSM pour la santé. L'auteur du rapport s'indigne également que l'on expose de si jeunes enfants aux micro-ondes du GSM. Quand on en arrive à offrir des GSM aux 3 à 8 ans, je trouve la situation grotesque. Quelques jours plus tard, l'entreprise retire volontairement le MyMo du marché britannique. On ne sait rien en fait de l'impact des micro-ondes du GSM sur la santé des enfants.
Au Royaume-Uni, on applique donc le principe de précaution, c'est-à-dire que s'il y a un doute, on doit s'abstenir. En Amérique, c'est l'approche opposée. Devant l'absence de preuves, on prend pour acquis que le GSM est sécuritaire pour les enfants. Si on ne fait pas la recherche pour savoir si les enfants sont plus vulnérables aux ondes électromagnétiques, on ne connaîtra pas la réponse. Le fardeau de la preuve est du côté de ceux qui doivent démontrer qu'il y a un plus grand risque, parce qu'on ne peut pas extrapoler à partir des produits chimiques ou des pesticides. Si vous ne financez pas la recherche, vous ne le saurez pas. Le New-Yorkais Louis Lessing, un expert en gestion du risque, analyse l'industrie du GSM depuis 25 ans. Selon lui, même si le produit est vendu aux adultes depuis 20 ans, l'état de la recherche scientifique n'arrive pas à trancher. Est-il sécuritaire, oui ou non? Pourtant, sur les centaines d'études existantes, la moitié démontre des risques potentiels pour la santé. La vérité sur le GSM, c'est que nous ne savons pas. Nous avons des doutes, il y a des données qui sont inquiétantes, mais nous ne savons pas. Ce pourrait être un problème, car d'ici la fin de l'année, nous serons 2 milliards à utiliser le GSM sur une base régulière. Même s'il y avait un faible pourcentage de gens vulnérables ou sensibles, vous parlez de millions de personnes à risque. En Suède, un pays où il y a plus de GSM que d'habitants, il n'est pas surprenant de voir des chercheurs s'y intéresser. Plusieurs scientifiques sont financés par des fonds indépendants de l'industrie du GSM. Örebro, une ville suédoise de 130 000 habitants. Ici, le GSM est omniprésent. L'oncologue et épidémiologiste Lennart Ardel étudie le lien entre les micro-ondes du GSM et les tumeurs du cerveau. Pour lui, les enfants sont plus à risque de développer des tumeurs que les adultes. Nous sommes très inquiets pour les enfants parce qu'ils ont une longue espérance de vie. S'il y a une atteinte quelconque, ils courent plus de risques d'avoir une tumeur. L'autre facteur, c'est que leur cerveau en développement est plus sensible aux micro-ondes que le cerveau des adultes qui est déjà développé. Voici le cerveau d'un enfant de 5 ans et celui d'un adulte. Le cerveau de l'enfant a une boîte crânienne plus mince et un volume plus petit que l'adulte. Pour cette raison, les ondes du GSM pénètrent avec plus d'intensité et vont plus loin dans le cerveau. Les cellules du cerveau de l'enfant sont également en plein développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour toutes ces raisons, ce que le docteur Ardel découvre chez les adultes l'inquiète très fort pour les enfants. Quand nous faisons une analyse fine de notre grande étude qui concerne plus de 2000 patients, nous voyons clairement qu'il y a un plus grand risque pour les personnes qui ont commencé à l'utiliser avant l'âge de 20 ans. Sa plus récente étude démontre que les gens habitant à la campagne ont un plus grand risque de développer des tumeurs du cerveau qu'en milieu urbain. La raison en est simple. Les antennes émettrices sont plus rares dans les zones rurales. Le GSM doit donc émettre un signal jusqu'à 10 fois plus puissant pour rejoindre l'antenne la plus proche. Après 5 ans d'utilisation, le risque d'avoir une tumeur au cerveau augmente de 3 à 4 fois pour ceux qui habitent à la campagne. C'est très élevé. C'est assez élevé. C'est difficile de l'expliquer par d'autres facteurs que celui du GSM. Nous avons examiné plusieurs facteurs. Nous avons ajusté les résultats pour le type de travail, que ce soit col bleu ou col blanc. Nous avons examiné l'exposition aux pesticides, aux solvants et à la cigarette. On pourrait croire que c'est un problème de pesticides en milieu rural, mais nos résultats ne démontrent pas que c'est un facteur de risque. La tumeur dont parle le docteur Ardel est le neurinome acoustique. C'est une tumeur bénigne, mais qui écrase le nerf auditif.
Ici, nous pouvons voir la large tumeur qui est directement sur le nerf auditif. Ici, c'est l'oreille et vous tenez le téléphone dans cette position. Ici, vous avez l'entrée du canal auditif vers le cerveau, alors les micro-ondes peuvent pénétrer plus facilement par ici. Donc nous croyons que cette tumeur est une sorte de marqueur, une tumeur cible pour ce genre de risque. Les premiers symptômes sont principalement des acouphènes, en langage courant des sifflements, parce qu'il y a une compression du nerf auditif. Et graduellement, on devient sourd de cette oreille. Le docteur Ardel n'est pas le seul à faire cette découverte. C'est la 4e étude récente qui démontre un lien entre le neurinome acoustique et le GSM. Il a également démontré dans la même étude un risque de développer une tumeur maligne, le gliome. Le gliome malin est l'un des plus invasifs. La survie après le diagnostic n'est que de 6 mois à 1 an. C'est une très mauvaise tumeur. Dans votre dernière étude sur l'utilisation du GSM en milieu rural, quel était le risque de développer une telle tumeur? Après 5 années d'utilisation, il y a 4 fois plus de risques de développer cette tumeur. Tous ces résultats chez les adultes apparaissent à la suite d'une exposition prolongée aux micro-ondes. Chez les enfants, il est encore trop tôt pour en mesurer l'impact. Une chose est certaine, ils s'exposeront toute leur vie à ces ondes. À quelques 500 km d'Örebro se trouve la vieille cité universitaire de Lund. Le docteur Leif Selfort est responsable du département de neurochirurgie de l'hôpital universitaire. Comme je l'ai déjà dit au Parlement européen, c'est la plus vaste expérience biologique au monde. 1/4 de la population mondiale sont les cobayes, gratuits. Ils appuient sur ce petit ustensile, s'envoient plein de micro-ondes et brassent leur cerveau. Et l'autre 3/4 de l'humanité sert de groupe de contrôle. Enfin, pas exactement, puisqu'ils en reçoivent également. Mais bon, nous sommes dans une situation où 2 milliards de personnes ont un GSM. Si vous voulez faire des études, il faut faire vite, parce que bientôt, tout le monde en aura un, et personne ne se souviendra de ce que c'était avant de les avoir. Avec 5 de ses acolytes, des biophysiciens et des ingénieurs, il se penche sur la question du vieillissement prématuré du cerveau causé par les micro-ondes. Ils ont exposé des rats à des ondes dont la puissance est équivalente ou plus faible que celle du GSM. Ils ont découvert que ces micro-ondes affectent la barrière qui empêche le sang de pénétrer dans le cerveau. Sous l'effet des micro-ondes, la barrière hémato-encéphalique laisserait franchir une protéine indésirable contenue dans le sang, l'albumine. L'albumine devient alors un fardeau pour les cellules qui doivent l'éliminer. Ici, nous avons le cerveau d'un rat qui a été exposé aux micro-ondes. Et vous voyez ici qu'il y a des fuites autour des vaisseaux sanguins du cerveau. Tous ces vaisseaux laissent pénétrer l'albumine dans les tissus avoisinants. Ce n'est pas le cas dans tous les animaux. La moitié des animaux exposés ont développé ces fuites. Pour des raisons inexpliquées, cet effet se produit à faible puissance et varie selon la distance. Par exemple, cette barrière dans le cerveau s'ouvre au maximum lorsqu'on est à 2 mètres du téléphone, ou bien lorsqu'on est environ à 200 mètres d'une antenne émettrice. Même ceux qui n'ont pas de GSM risquent d'être affectés. Ce sont des effets subtils, des effets que l'on appelle non thermiques, puisqu'ils se produisent à des niveaux d'énergie qui ne réchauffent pas les tissus du cerveau. De quel risque parlez-vous? Est-ce qu'il y a des pathologies qui y sont reliées? C'est bien sûr une question difficile. Qu'est-ce qui peut arriver? Je dirais que les maladies dégénératives du cerveau sont à prévoir si vous surmenez vos neurones ou vous les détruisez.
Mais il peut aussi y avoir des maladies auto-immunes quand des substances indésirables traversent la barrière hémato-encéphalique. Ça, je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Son étude démontre aussi que l'exposition au micro-ondes a un effet direct sur les neurones. Ils forment ces taches que l'on nomme des neurones sombres, souvent associés à la maladie d'Alzheimer. Nous pouvons voir qu'après une exposition de 2 heures pendant 50 jours sur des animaux qui ont un âge comparable aux adolescents, soit entre 10 et 20 ans, eh bien on voit un nombre significatif de neurones en mauvais état. On les appelle les neurones sombres. Selon le docteur Selford, ce qui arrive chez le rat pourrait bien se produire chez l'humain, car les deux ont pratiquement la même physiologie. Il y a toute une génération de jeunes qui ont débuté tôt et qui utilisent le GSM quotidiennement et les autres équipements électroniques qui émettent les fréquences radio. Ils auront peut-être des problèmes une fois dans la quarantaine. Stockholm, la capitale de la Suède. Igor Belayev est généticien et biophysicien à l'université de Stockholm. Il étudie l'impact des micro-ondes sur le système immunitaire. Il a découvert qu'à une puissance encore plus faible que celle du GSM, les lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs, sont endommagés. Il a exposé des globules blancs du sang à de très faibles doses de micro-ondes provenant d'un GSM. Sous le microscope, des cercles bleus représentent le matériel génétique d'un seul globule blanc. À l'intérieur de ce matériel, il a observé des points lumineux, des bris dans le matériel génétique. Ce dommage génétique n'est pas causé directement par les micro-ondes. Ces dernières ont plutôt affecté les protéines responsables de réparer les dommages. Nous constatons que les micro-ondes bloquent la formation des protéines qui constituent le système d'entretien du matériel génétique. Le système immunitaire des jeunes est en développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Des dommages génétiques qui affaiblissent le système immunitaire rendraient les jeunes plus vulnérables aux maladies. La science nous démontre qu'il y a peut-être des risques. Donc soyez prudents, réduisez l'utilisation du GSM et ne le donnez pas aux enfants. Si vous devez leur en procurer un, il ne devrait être utilisé que pour des situations d'urgence, pour des situations exceptionnelles. Je dis à tout le monde en Suède d'utiliser le téléphone avec fil, pas le sans fil domestique, le téléphone standard avec fil. Et si vous devez absolument utiliser un GSM, faites-le pour une courte période. Il a fallu des décennies et des décennies pour faire admettre au lobby de l'amiante sa dangerosité. Conséquence, des dizaines de milliers de morts. Alors, avec le GSM, va-t-on revivre le même scénario tragique? Cette fois encore, des chercheurs et scientifiques indépendants sonnent l'alarme et les fabricants jurent mordicus que c'est sans danger. Alors, faudra-t-il encore attendre une catastrophe sanitaire mondiale pour les départager? Voilà, il est temps de raccrocher. La semaine prochaine, 2 nouvelles questions. L'une sur les dangers de la chirurgie esthétique, l'autre sur les cobayes humains de l'industrie pharmaceutique. Allez, bonne soirée quand même!